Bienvenue dans cette deuxième partie de nos émissions, chers amis. Nous venons cette fois-là pour alerter. Alerter parce que nous sommes dans une guerre où nous devons bien rester vigilants. C'est une guerre, regardez euh, en Ukraine, comment la Russie a connu le déboire. Au départ, la Russie avait prévu une semaine. Ils se sont dit, avec notre capacité militaire, tout ça, nous allons frapper là-bas, nous allons détruire les centrales électriques, nous allons détruire les ponts, nous allons attaquer les bases militaires, on va neutraliser l'Ukraine. Ils ont fait leurs calculs en venant, ils se sont butés à une réalité, c'est que l'Ukraine savait qu'il vivait à côté d'un géant et avait déjà tout planifié. Ils avaient les moyens de pouvoir faire face à la Russie. Mais pas pour longtemps, parce que l'Amérique s'est invitée, l'Union européenne invitée, tout comme du côté de la Russie. La Chine s'est invitée, la Corée du Nord s'est invitée, l'Iran s'est invité. C'était une sorte d'une simulation à une guerre mondiale. De part et d'autre, il y a des partenaires qui soutiennent les leurs. Et vous voyez que cette guerre-là n'a pas pu se terminer comme on pensait que c'est facile pour la Russie. Non. La Russie a essuyé beaucoup de revers. La Russie a perdu beaucoup de militaires, au point que en Russie, les jeunes commencent à fuir vers la Pologne, vers la Biélorussie, ils traversent, ils vont vers l'Allemagne et dans d'autres pays de l'Amérique et de l'Europe euh, de l'Est là-bas. Les gens se disaient, ah, si je suis en Russie, on va me recruter comme militaire. Ils s'échappaient comme ça. Le cas de la RDC est un peu compliqué. Nous sommes avec les Américains qui font pression, mais dans l'entretemps, les mêmes Américains nous regardent. Ils trouvent que nous sommes nuls. C'est pourquoi vous voyez cette pression sur Kagame. Ils ont déjà compris que l'armée congolaise est corrompue, un réseau mafieux. C'est même pitoyable. Combien de fois nous allons demander le départ de Guy Mwadjamvita? Ce monsieur doit partir. Ce sont des gens qui sont venus s'enrichir. Ils ne sont pas venus servir la République. Et lui et tous les autres qui sont à l'état-major, ce petit club d'amis nous font très mal. Guy Mwadjamvita devait être déjà limogé par le président de la République avant que le gouvernement soit remanié. Ça, je peux vous le dire, j'ai des éléments. Et ne soyez pas surpris si cela arrive. Parce qu'il y a des gens qui jouissent de privilèges dans le régime actuel à Kinshasa. C'est entre autres les gens comme Guy Mwadjamvita. Il a tout eu. Et c'est des gens de confiance que le président a dit. Ça, c'est un ministère régalien. Ce n'est pas n'importe qui se met là-bas. Vous vous rappelez, à l'époque, il y avait le beau-père du président, notre papa Gilbert Kabanda, qui a fait un travail énorme que je réclame si, en tout cas, il peut encore être capable de pouvoir servir son pays, qu'il reprenne ce ministère de la Défense. Parce qu'il a la maîtrise, il a l'intelligence, il a l'expérience, il a l'expertise, il a tout. Il a travaillé depuis l'époque de Mobutu. Il était déjà général, je crois. C'est un médecin militaire qui a énormément
du savoir sur l'armée congolaise. C'est lui qui a donné à l'armée congolaise la loi de la programmation militaire. Donc la RDC aujourd'hui, nous ne sommes plus une armée rafistolée. Nous sommes une armée qui répond aux normes internationales, aux standards des grandes armées du monde, grâce à ses papas. Jean-Pierre Bemba, je ne veux pas pour l'instant aborder son dossier quand il était à la défense. Je saute, je tombe là. Parce que pour lui là c'est déjà passé, on ne peut pas, on va en parler dans un autre registre. Mais celui qui est là, moi j'invite et les ministres de la Défense. Je crois qu'il y a des anciens combattants ou quelque chose comme ça. Son ministère a un budget de 3,5 milliards de dollars. Mes frères, il n'y a aucun ministère au Congo qui a l'argent qui est à la défense. Aucun. C'est le ministère de l'Intérieur qui vient en deuxième position avec 1,8. Là où il y a Jacques Chaban, lui aussi qui doit partir. C'est des gens de l'UDPS qui nous font vraiment mal quand on regarde comment le rendement est trop bas. Le rendement est trop bas. Mais lui, ça va encore. Il y a des réformes, il y a des choses qu'il a apportées au sein de son ministère. Parce que là-bas, vous avez l'ANER, vous avez la DGM, vous avez la police nationale. Tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Hein. Il y a la territoriale qui est dans le ministère de l'Intérieur. C'est un grand travail aussi là-bas. Mais nous sommes en guerre. Les ministres de la guerre, comme on appelle aux États-Unis, les ministres de la guerre. Parce qu'il faut aussi que nous puissions changer cette appellation-là. Aux États-Unis, nous avons changé. Comment on va être ministre de la Défense? Donc nous nous attendons qu'on nous attaque pour se défendre. Non. Nous devons être un ministère de la guerre. Donc nous devons être là, préparés pour affronter l'ennemi. Notre armée n'a pas des équipements. Mes frères, je ne reviens pas, Guy, moi d'invite, je n'ai rien à voir avec lui. Je n'ai aucun problème avec lui en tant qu'être humain, en tant que Congolais. Non. Je m'attaque à sa fonction. Il n'est pas à sa place, il ne fait pas son travail. On ne peut pas dire non, c'est la responsabilité, ce n'est pas lui qui achète les armes. Non, c'est lui, le ministre de tutelle. S'il y a un dysfonctionnement dans son ministère, je viens de le citer, non? Le ministère de l'Intérieur, vous avez l'ANER qui est là-bas, vous avez DGM, donc le service de migration, c'est là-bas, vous avez la police nationale, c'est là-bas, vous avez la territoriale, c'est-à-dire les gouverneurs, les maires de ville, les administrateurs des territoires, les bourgmestres, c'est là-bas, vous comprenez? C'est quand ça ne marche pas, s'il y a un dysfonctionnement au sein de ce ministère, c'est Jacques Chabane qui doit répondre, qui doit parler. Alors, quand nous allons dans l'armée et dans la défense, que je dis ministère de la guerre, nous, on n'a pas encore changé. Nous sommes encore à la défense, c'est pourquoi nous encaissons. Là-bas, il y a l'armée, donc les FARDC, qui sont dans ces ministères-là. Vous avez les anciens combattants qui sont là-bas. Vous avez le service national, mais qui est attaché à la présidence. Quand il y a un dysfonctionnement, c'est ce monsieur-là qui doit répondre. Et lui doit nous dire pourquoi ça ne marche pas. Nous lui avons demandé un exercice simple. Il ne l'a pas fait. Nous avons dit, faites-nous un rapport, un état des lieux de la situation. Cette débâcle, cette honte que nous connaissons à l'Est, devant le Rwanda qui n'a pas un budget pour sa défense.
Nous avons nos frères burundais qui sont là, qui ont un petit budget. Un budget qui n'arrive même pas à 100 millions de dollars. Mais les Burundais sont là. Des fois, nos militaires vont demander un peu de la nourriture aux soldats burundais. Ils demandent un peu du carburant aux soldats burundais. Qu'est-ce que nous, notre armée, a fait pour mériter ça? Oh non, ce n'est pas le ministre qui doit aller jusqu'à... C'est ça, il est incompétent. Il doit dégager. Vous ne pouvez pas le dédouaner. Chercher à justifier que non, lui, c'est pas lui, c'est... Vous voyez cette histoire qui était sortie de Kaomandungu là? C'était un coup qui était sorti pour qu'on puisse dédouaner les ministres. Pour qu'on dise, non, celui qui achète les armes, c'est M. Kaomandungu. Oui, il achète des armes, mais c'est sous la responsabilité de qui? C'est le ministère de la Défense. Kaomandungu ne va pas le faire lui seul. Les besoins viennent de l'état-major général. Ça doit être... le ministre doit être informé, parce que je ne connais pas les circuits, mais le ministre de la Défense, on ne peut pas acheter les armes sans que lui soit au courant. Vous n'allez pas me dire, non, on fait tout ça à l'état-major, on donne à Kao, Kao lui part acheter. Le ministre, en tout cas, lui, ne connaît rien. Qui signe les accords militaires? Ce n'est pas le ministre. Ils signent des accords avec des pays qui font même pitié. Comment le Rwanda qui n'a pas de moyens, ces drones CH continuent à nous faire trembler au point que Baraka maintenant, les soldats burundais, tout ça, il y a une confusion, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils sont tentés de décrocher parce qu'il n'y a pas de voie de secours, il n'y a pas de voie de sortie. Si on prend Baraka, Kalemi est à leur portée. Qui doit être à leur portée? Quand nous disons comme ça, c'est pour que le président de la République, qui est le commandant suprême, prenne des dispositions. Monsieur le Président, vous êtes mieux informé. Nous ne vous informons rien. Nous venons seulement vous demander de pouvoir prendre des décisions sur cette affaire du Sud Kivu. Ça devient une menace réelle. Si c'est comme une digue, vous voyez quand on fait une digue dans l'eau, si la pression de l'eau augmente, si la pression continue, cette digue-là risque de céder. Et si ça cède, tout ce qui était protégé là sera emporté. La pression qui est exercée sur les militaires qui sont à Baraka, si il n'y a pas une réponse musculeuse, le dégât sera énorme. Je ne veux pas ici qu'on fasse semblant. Il y a des individus qui sont en train de jouir des privilèges, des biens de l'État, des moyens de l'État, mais qui ne font pas le travail qui doit être fait. L'état-major général, tel qu'ils sont là aujourd'hui, ils sont dans les coups. Ils ne travaillent pas pour la République. Vous ne pouvez pas, devant une situation comme ça, une armée de près de 200 000, parce que je me suis renseigné, on dit on peut avoisiner les 200 000 militaires. Moi je dis, mais cette affaire de Kivu, comment ça devient impossible? Si on ne peut pas utiliser les forces, parce qu'il y a des forces spéciales là-bas, il y a tout ça. Les autres n'utilisent plus les forces terrestres, ils utilisent les moyens aériens. Comment nous prenons tout le temps à attendre que ça puisse devenir grave pour commencer à paniquer? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez mettre les Congolais toujours sous tension? Que les gens commencent à piquer des crises. Et Baraka est tombé. Maintenant Kalemi va tomber. Pourquoi vous voulez ça?
Qu'est-ce que Kagame vous a donné que le Congo ne vous donne pas pour haïr le Congo à ce point? Moi, j'invite, vous partez du journal officiel au ministère de la Défense. Est-ce que vous mesurez l'opportunité que la République vous a donnée à travers le président? Vous êtes des leaders d'épaisse. Je ne sais pas si vous faites une simulation que le Tanganyika tombe. Le Tanganyika, ce n'est plus les montagnes. Le Rwanda a connu beaucoup de difficultés parce que la partie où ils sont, c'est des montagnes. Et les enfants là, les M23, plutôt les Ouazalènes de là, connaissent bien les montagnes là. Je vous ai dit ici que c'est incompréhensible qu'on forme des militaires qui doivent aller se battre dans les montagnes, mais on les forme dans une plaine, dans un plateau, à Kibomango, à Moura, au Katanga. C'est un plateau. Ils font les entraînements, ils courent sur un terrain plat. Ils ne prennent pas les montagnes. Ils ne vont pas dans les vallées. 6 mois de formation, 1 année de formation, à un endroit identique. Chaque matin, ils se réveillent, ils font des pompages, ils courent, ils montent sur les arbres, ils tombent, ils sautent, ils prennent un arbre ici, ils courent avec l'arbre là, un tronc d'arbre qui pèse, je ne sais pas, 100 kilos, ils mettent ici avec un autre derrière, ils courent, ils jettent, ils entrent dans un tunnel, ils sortent de l'autre côté. Ces entraînements-là, c'est un peu standard. Ils entrent un peu dans les poteaux, un peu dans l'eau, ils sortent. Ça, c'est partout. Mais ces militaires ne seront pas aguerris pour l'Est. Parce que quand ils arrivent là-bas, on les dépose. Ils viennent par bateau ou par véhicule du côté de Beni, tout ça. Quand ils arrivent, le premier défi, ce sont les montagnes, ce sont les vallées. Leurs bottines là, ils doivent apprendre à marcher dans les vallées, ils doivent apprendre à marcher dans les montagnes. Avec l'arme, bien sûr. Les muscles des cuisses et les mollets commencent à... Il y a une contraction. C'est toute une nouvelle configuration physique qui s'impose à nos militaires. Je ne suis même pas à ça. Je dis, nous sommes dans une guerre digitale où on est en train de nous attaquer par les airs. Nos militaires sont en train de reculer. Ils voient comment les autres tombent, ils meurent. Kinshasa continue à faire semblant. Kinshasa continue à vous dire, non, nous avons déjà... Mais c'est quelle armée? Vous êtes dans une guerre, vous n'avez pas des équipements capables de pouvoir faire face à l'ennemi. Vous avez vu pendant une semaine, l'ennemi est en train de vous menacer sur tel... Parce que vous avez les données. On vous dit, mon konzibazo beta biso, la drone des obeta. Les militaires qui sont là-bas font rapport. Certains appellent leur famille pour dire, ici, ce n'est pas une guerre conventionnelle. On est en train de nous attaquer par les airs. Kinshasa a à disposition pour nous protéger, sinon et dans mon boulot. Les militaires de rang parlent. Ce message circule. On doit... Ça, c'est quel genre de sabotage? Comment vous ne réagissez pas? Le Rwanda, là où le Rwanda a acheté ce matériel, vous ne connaissez pas. C'est au ciel. C'est dans quel pays où vous ne pouvez pas acquérir ce matériel? Le Rwanda a quel moyen? Pour que vous, avec tout l'argent que la République met à votre disposition, vous soyez toujours incapable de pouvoir protéger la République. Là, vous êtes en train de mettre toute une population en danger et vous exposez maintenant les Katanga et les Maniema. Le temps que les États-Unis interviennent, vous faites quoi? Donc vous vous cachez, vous dites qu'on attende, comme on dit que les Américains vont faire, ils vont faire ceci,
comme ça, sous ça, les côté, on va ça là, bon. Vous êtes méchant. C'est de la méchanceté ce que vous faites. Moi, tout ce que je demande au président, c'est de nous changer le ministre de la Défense et l'état-major. L'affaire là est finie. Ceux qui vont entrer à l'état-major vont changer tous ceux qui sont au front là. Toute cette chaîne de commandement qui est en train de nous saboter. Tous ces commandants de régiments, tous ces commandants d'opérations, tout ça, c'est l'état-major qui va s'installer là, qui va faire ce travail. Parce que le président ne va pas changer l'état-major et tous ceux qui sont au front. Non, non. Oui, les commandants des régions, tout ça, c'est lui qui le fait. Mais au niveau opérationnel là-bas, c'est l'état-major général qui va faire une nouvelle mise en place pour mettre des gens qui peuvent se battre, prendre les moyens nécessaires pour parer à toute éventualité. Tant que nous avons cette équipe de Tchaligonza ici avec Banza, tous ils sont déjà dans un club d'amis. L'Omerta est au rendez-vous, ils se servent bien. Eux tous sont des multimillionnaires aujourd'hui. Il n'y a aucun général qui est à l'état-major qui n'est pas millionnaire. Eux tous sont des millionnaires, mes chers compatriotes, si vous ne le savez pas. Ces gens ont beaucoup d'argent. Ils ont beaucoup d'argent parce que c'est le seul ministère qui reçoit même au-delà de ce qu'ils ont dans le budget. Ils ont même une ligne de crédit. C'est-à-dire si les 3,5 milliards là, c'est terminé, ils peuvent, la Banque centrale, comme le président dit, non, nous sommes en guerre, donc s'il y a des besoins, vous demandez, on vous donne. Donc eux, ils reçoivent l'argent en urgence. L'argent sort toujours en urgence. Quand nous regardons sur le front, sur le terrain, nous voyons comment les enfants, nos militaires ne sont pas bien nourris. Les Ouazalendo qui souffrent, je connais certains de mes grands frères à Kinshasa qui m'ont déjà montré, comme ça ils envoient au Ouazalendo $500, $1000 pour la ration. Je dis, mais mon vieux, comment vous faites des choses comme ça? La République, vous dit, ah mon petit, si on doit attendre la République, c'est compliqué. Ces Ouazalendo là, c'est des jeunes qui sont courageux, qui nous envoient les images, nous voyons ce qu'ils font sur le terrain. Quand vous apprenez dans tel village, on a repoussé les M23, ce sont les Ouazalendo là, ils vous disent, vieux, c'est nous qui faisons ce travail. Il n'y a pas les FARDC, ils ne sont pas là. Quand nous tuons tous ces criminels rwandais ici, nous récupérons leurs armes, si nous n'avons plus de munitions. Parce que quand vous demandez aux FARDC, on ne vous donne pas. Donc il y a un système qui est fait pour décourager même ceux qui sont en train de se battre. Les Ouazalendo disent, mais le dépôt est plein de munitions. Vous demandez les munitions, on ne vous donne pas. La nourriture, on vend la nourriture. Les épouses des généraux vendent les nourritures. Un sabotage organisé. Monsieur le Président, jusqu'à quand nous allons continuer à vous demander de nous débarrasser de cette équipe-là? Ces gens-là ne vous aident pas. Et tout tombe sur vous. Je ne sais pas, Monsieur le Président, quand vous vous réunissez là avec eux, ils vous disent quoi? Ils disent qu'ils font bien le travail. Vous êtes fiers d'avoir un ministre comme Kabombo. Moi, j'invite. Vous êtes fiers quand vous les regardez comme ça, vous êtes satisfait que ce monsieur-là fait le travail d'un ministre de la Défense. Quand vous regardez dans d'autres pays où il y a la guerre, le comportement de ce monsieur-là, vous voyez comment les autres ministres de la Défense se comportent. Le chef d'état-major, est-ce que vous êtes satisfait de ce monsieur-là, monsieur le Président? C'est votre ordonnance, c'est vous qui avez nommé ce monsieur-là. Est-ce que vous êtes content quand ils viennent là au non-conseil, je ne sais pas, de la Défense, quand ils s'assoient là autour de vous? Vous êtes content de tout ce qu'ils vous racontent? Ça fait combien d'années ils vous racontent la même chose? Avec les mêmes théories qui viennent et qui ne fonctionnent pas, notre armée continue à reculer. Monsieur le Président, ouvrez les yeux. Il est temps
que vous puissiez vous débarrasser de ces individus-là. La RDC ne manque pas de la ressource humaine, ressources militaires, on ne manque pas. Il y a des soldats valeureux, patriotes qui sont attachés à la République, qui ne sont pas derrière l'argent. Si c'est l'argent, Luboya serait multimillionnaire à Nituri. On lui a mené comme ça, comme ça. 10 millions. Il a refusé. Tout le monde est au courant de cette histoire. Tout le monde n'est pas derrière l'argent. Parce qu'il y a des gens comme s'ils se sont réveillés hier pour s'enrichir, pour devenir des... C'est quoi ces histoires? Nous, c'est bien tout à bout de nous. Pourquoi vous faites des choses comme ça? Ça nous diminue. L'argent, vous avez besoin d'argent jusqu'où? Tout le monde peut avoir l'argent si le travail est déjà fait. Regardez quelqu'un comme Kasson Kabouik. Vous voyez les résultats, vous voyez le travail qu'il fait. L'argent viendra parce qu'il fait le travail. Monsieur le Président, vous avez réuni tous ces ministres à Kanyama. Ils étaient honteux. Même leur cabinet ministériel, il y a de l'odeur. J'ai été dans certains ministères, j'ai eu mal. Je me suis dit, mais c'est quel ministère ça? Dans certains ministères, tu entres comme ça, tu te dis, mais ça c'est un ministère vraiment. Là où le ministre travaille, tous les jours il entre ici, on lui donne les honneurs, il entre, il est satisfait d'avoir un ministère comme ça. Quand tous ces individus-là étaient à Kanyama, Monsieur le Président, ils n'ont pas vu, ils n'étaient pas un peu diminués, ils n'ont pas eu honte. Parce qu'on dit toujours, l'excellence consacre, ou sacrifie, ou crucifie la médiocrité. L'excellence crucifie la médiocrité. Quand vous voyez l'endroit comme ça, blanc comme ça, et juste à côté, vous voyez un endroit blanc mais avec des saletés, vos yeux seront directement intéressés à là où c'est propre. Parce que vous voyez, vous pouvez comparer directement les deux. Vous voyez, non, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Donc tous ces ministres, 54 individus, étaient à Kanyama. Ils ont vu l'excellence, ils ont vu le travail, avec les moyens de bord. Le travail était accompli. Une petite cité, un hôpital, un aéroport, une route à terre battue. Donc vous sentez qu'il y a de l'organisation ici, il y a quelqu'un qui travaille ici. Tous ces ministres, des millions d'argent qu'ils reçoivent, même pour réfectionner, pour les frais d'installation, quand ils sont nommés, ils prennent 4-5 millions de dollars. Frais d'installation. On doit acheter des voitures, on doit meubler les bureaux du ministre. Vous regardez, il y a des ministres villageois. Même tout ce qu'on a fait, décor, tout ça, vous regardez, oh, Kimboka. Regardez le niveau de l'excellence avec Kasson Kabouik. Vous croirez quelque part en Europe. Même à Kinshasa, il n'y a pas ça. Il faut qu'on apprenne à mettre des gens qui peuvent amener plus dans la République. Monsieur le Président, je vous en supplie, dégagez-nous tous ces individus qui sont au ministère de la Défense et à l'état-major général. Ils ne sont pas à leur place, ils ne font pas le travail. Nous sommes en train de subir de l'humiliation sur le terrain. Parce qu'il y a une complicité. Ce n'est pas parce que nous sommes incompétents. Ce n'est pas parce que nous manquons les moyens pour acheter les armes. Ce n'est pas parce que nous manquons les hommes pour se battre. Nous avons des gens qui ont une mauvaise foi, qui détournent l'argent, qui affectent l'argent à leur propre compte, à leur enrichissement, et ils sacrifient l'armée. Si on met d'autres personnes là-bas, tout le monde verra comment les choses vont se passer. Donc,
Mes chers amis, vous comprenez que la situation que nous traversons au Congo, c'est la volonté de certaines personnes qui ne veulent pas libérer l'armée. L'armée est prise en otage par ces clics-là. Itchaligonza, le meneur des jeux, lui qui a su convaincre Guy Mwadjanvita, qui a convaincu le chef d'état-major. Tout le monde est autour de ces messieurs. C'est lui le vrai chef d'état-major. C'est lui qui tire les ficelles. Dans toutes les nominations, tout le monde part, lui il reste là. J'étais étonné de voir que Mwadjanvita défend ce monsieur-là. Il dit c'est un bon monsieur. Un bon monsieur, il a déjà fait quoi? Il est là, le chef d'état-major adjoint chargé de renseignement et opération. Notre armée est partie de Bunagana en train de fuir l'ennemi jusqu'autour de Barak. Cet individu-là est toujours là, comme 3 étoiles. C'est quel renseignement, quelle opération il fait? En quoi ce monsieur-là est bon? En quoi il est meilleur? Vous connaissez le meilleur. Mettez le meilleur là-bas, vous allez voir. Nous sommes fatigués. Il faut que nous, on en parle. Nous ne voulons pas que d'autres personnes parlent. Oh, parce que c'est votre frère. Moi, je dis, quel est mon frère? Mon frère, c'est celui qui fait bien le travail de la République. C'est celui-là, mon frère. Et je vais continuer à bien parler de lui. Mon frère, c'est celui qui est en train de prendre l'argent de la République, qui fait autre chose que servir son pays. Celui-là n'est pas mon frère, c'est l'ennemi de la République. C'est des gens en principe qui devaient être arrêtés. On audite. Même Tango Fort doit être remplacé. Il ne fait pas son travail. Il est inspecteur général de notre armée. C'est lui qui devait s'assurer que les militaires sont payés, que les militaires ont la nourriture, que les militaires ont été tous recensés. Il devait s'assurer de ça. C'est pourquoi j'ai dit, cette clique-là, eux tous doivent laisser la place. L'armée est malade à cause d'un groupe, un cartel de gens. Ils se nomment entre eux. Ils proposent des listes entre eux. Vous imaginez si c'est Banzala, avec Itchaligonza qui doivent présenter les militaires qui doivent être nommés. Vous pensez qu'ils vont mettre qui? Ils vont mettre leurs petits, leurs gars qui vont faire l'opération retour. Les petits Totia Yowana, une partie na Kinshasa. C'est ce qu'ils font. Monsieur le Président, pour nommer cette fois-ci, ne vous fiez pas à cette équipe-là. Faites partie de cette équipe. Choisissez une équipe. Dans l'armée, là, il y a plusieurs forces navales, forces terrestres, forces aériennes. Cherchez partout là-bas un patriote, vous le mettez ensemble. Ils se connaissent, ils peuvent vous donner, au lieu de travailler avec les responsables là, travailler avec ceux qui sont en bas là, ils vont vous donner de vraies informations. Ils peuvent vous aider à faire un bon choix. Je reviens sur cette histoire parce que moi, je n'arrive pas à comprendre comment on continue à maintenir la même équipe qui échoue, mais c'est l'équipe qui continue à être là. Ça, c'est comme si nous voulons... il y a quelque chose que nous ne voulons pas, que ça change. C'est comme s'il y a une complicité commune. On ne peut pas permettre ça. Parce que ceux qui continuent à mourir là, ce sont des êtres humains. On n'a rien à voir. Nous voulons que les choses changent. Nous avons demandé, je sais qu'il ne va jamais démissionner lui-même. Il faut qu'on puisse le limoger. Même avant que les remaniements arrivent en octobre. Il faut qu'il soit avec Dieu. Nous sommes vainqueurs.